Merci beaucoup pour votre invitation. Donc, je vais commencer cette conférence par introduire très rapidement le collectif. Pour un AV écologique, c'est au départ un manifeste, donc en 2018, qui a été assez relayé par des étudiants. Enfin, c'était un manifeste d'étudiants et qui a obtenu un certain succès et qui réclamait justement un changement profond du système économique, justement pour rester dans le cadre des limites planétaires. Et donc, les deux axes du manifeste et qui sont aujourd'hui les deux axes du collectif, c'est d'une part demander une intégration beaucoup plus importante des enjeux écologiques dans l'enseignement supérieur. En fait, on estime qu'il faudra un tronc commun à toutes les filières du supérieur en fait, sur la transition écologique et l'environnement. Et d'autre part, demander aux entreprises d'ajuster leurs activités pour être véritablement compatibles avec un monde soutenable. Donc c'est les deux actions principales du collectif aujourd'hui, du lobbying et des interventions auprès des universités et du lobbying auprès des entreprises. Mais on fait aussi beaucoup de communication sur l'écologie en essayant de vulgariser les grands sujets du moment. Par exemple, on a fait l'année dernière un calendrier de l'avant du greenwashing qui va être répété cette année, où on essaie de dénoncer l'hypocrisie des grandes boîtes, notamment par exemple ici le cas des constructeurs automobiles. Et d'autre part, on a du coup ce projet auquel je participe, qui est le Tour de France de l'enseignement supérieur. On essaie de faire le plus d'interventions possible auprès des étudiants et des personnels d'université. Et on a aussi des fois des actions de formation, par exemple, des formations. On fait des propositions pour essayer de réformer l'action publique, pour une meilleure prise en compte de ces enjeux. On a proposé une formation des députés à l'Assemblée nationale il y a quelques mois. Donc, on a d'autres projets variés en plus de nos deux axes historiques. Et par exemple, en termes de communication, un de nos derniers gros projets, c'était de vulgariser le rapport du GIEC avec une synthèse en 10 points clés donc, qui a été affichée dans plusieurs gares, et je crois même ici à Reims, je l'ai vu en passant. Donc, on rentre dans le vif du sujet. La conférence va être organisée en 3 parties. La première, quels sont les constats qu'on peut faire sur l'état de l'environnement, les raisons de cet état et les conséquences que ça a pour nous, l'être humain. En deuxième partie, on va très rapidement parler des raisons qui font qu'on ne change pas vraiment, en tout cas pas assez. Et en troisième partie, on va voir ensemble les façons par lesquelles vous, étudiants, et nous, on peut s'engager et essayer de faire changer quelque chose. Donc très rapidement, un petit point de culture sur notre espèce. Elle est extrêmement récente dans l'histoire de la Terre. Si on devait représenter tout le temps de la Terre sur une horloge Homo sapiens, donc nous, l'être humain, n'occuperait qu'une petite fraction de la dernière seconde. Donc ça invite à relativiser notre importance par rapport à la Terre. Et on va faire une petite histoire de notre espèce. Un petit point de culture générale pour commencer sur les premières migrations d'Homo sapiens. Ça a commencé en gros, je vous apprends rien en disant que notre espèce est née en Afrique et qu'elle est sortie de ce continent il y a à peu près environ 100 000 ans. Et pour se répandre ensuite dans le reste du monde assez lentement. Et un point qu'on observe très bien dans les registres fossiles, c'est-à-dire en regardant les espèces fossiles présentes dans les couches géologiques, c'est que partout où on est passé, où l'être humain est passé, on a fait disparaître la mégafaune, c'est-à-dire les grands animaux qui ne subsistent aujourd'hui plus qu'en Afrique, c'est-à-dire les rhinocéros, les éléphants, etc. Auparavant, ces animaux étaient répandus surtout, ces animaux-là étaient présents en Europe, il y avait d'autres très grands animaux en Amérique du Sud, et vraiment une des premières traces du passage d'Homo sapiens, c'est la disparition de ces animaux. En fait, on les a chassés jusqu'à l'extinction. Et donc, ce qu'il faut retenir de cette petite histoire, c'est que dès le début, notre espèce avait un impact majeur sur les écosystèmes qu'elle habitait. Et ça n'a pas changé, au contraire, ça a plutôt empiré. Un autre point, donc, un petit peu sur notre histoire, c'est l'Holocène. L'Holocène, c'est la période climatique, géologique dans laquelle on vit en ce moment, qui se caractérise par une relative stabilité. Il faut savoir que quand on regarde à l'échelle de l'histoire de la Terre, le climat est très instable. Ce que vous avez là, c'est un graphe qui donc représente l'évolution de la température de surface de la Terre par rapport à la moyenne entre 1960 et 1990, c'est-à-dire la moyenne de notre époque à peu près. Et ce qu'on voit, c'est que ça varie à différentes échelles de temps. L'échelle est logarithmique, c'est-à-dire que plus vous allez vers la droite, plus on zoome en fait.
Donc au début, vous avez des échelles en centaines de millions d'années, puis ça passe en dizaines de millions d'années, etc. Donc c'est comme si on zoomait progressivement. Et ce qu'on voit, c'est que naturellement, le climat a toujours varié, bien sûr. Et ça, c'est en raison de plusieurs facteurs, notamment des variations de l'orbite de la Terre, mais aussi des phénomènes purement géologiques, comme le volcanisme, etc. Donc une variabilité parfaitement naturelle, mais on vit dans une période un petit peu particulière, puisqu'il y a 12 000 ans a commencé l'Holocène, et qui se caractérise par une stabilité absolument remarquable, même à l'échelle de toute l'histoire géologique de la Terre. Et donc, en fait, notre espèce est assez chanceuse, puisqu'on est arrivé à un moment où, où il n'y avait plus d'air glaciaire, on a atteint un relatif équilibre, ce qui est rare, et c'est ça qui véritablement a permis le développement de nos sociétés sédentaires et basées sur l'agriculture. Si on n'avait pas eu une telle prévisibilité, une telle stabilité du climat et à vrai dire des températures aussi douces, on n'aurait pas pu développer l'agriculture et des sociétés sédentaires, et en quelque chance, on est apparu au bon endroit au bon moment. Sauf que après l'Holocène, il se pourrait qu'on soit entré dans l'Anthropocène. Anthropos, du coup, ça veut dire être humain en grec, et cette expression-là a été proposée par un prix Nobel de chimie, un biologiste. Et l'idée, c'est simplement de dire qu'au même titre que les forces astronomiques ou que les forces géologiques, l'être humain et ses activités sont une force géologique, une force qui peut véritablement changer le système Terre, son climat, sa biodiversité, avec la même intensité et peut-être même plus rapidement. Et par exemple, c'est illustré par le fait que sur cette infographie, vous avez à droite la masse de tout ce qui est d'origine, la masse de tout ce qui est d'origine anthropique. C'est essentiellement de la construction, il faut dire. Et tout ça, ça pèse plus lourd que la biomasse sur l'ensemble de la Terre. C'est pour donner une idée de l'échelle de notre importance. Et donc on a toujours, comme je disais, on a toujours modifié notre environnement, mais ça s'est particulièrement accéléré depuis 1850, c'est-à-dire la seconde révolution industrielle, avec une accélération absolument phénoménale pour tout un tas de phénomènes socio-économiques. Donc je ne sais pas si vous arrivez à lire d'ici, mais vous avez la population, le PIB, la construction de barrages, le transport, l'usage d'énergie, ce dont on va beaucoup parler après, qui a vraiment cru très rapidement à partir de ce moment-là. Et évidemment, cette augmentation dans les activités humaines, elle n'est pas sans conséquence sur tout un tas de paramètres physiques et chimiques de l'environnement terrestre. Donc ce que vous avez là en haut à gauche, c'est la concentration atmosphérique en dioxyde de carbone. Juste à droite, vous avez le protoxyde d'azote et le méthane, qui sont deux autres gaz à effet de serre. Également, on observe que la perte de forêt tropicale, les surfaces domestiquées ou alors l'acidification de l'océan, encore une fois, ont vraiment commencé à augmenter très rapidement depuis un peu plus de 150 ans. Donc évidemment, nos activités ont un impact très important et cette accélération n'est pas finie, on continue, tous ces impacts-là continuent d'augmenter et toujours à une vitesse très importante. Et donc ça se traduit par une surexploitation des ressources renouvelables. Donc l'exemple qu'on prend ici, c'est l'exemple des pêcheries. On pourrait en prendre d'autres, mais je pense que vous arrivez à lire le graphique. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que plus de la moitié des pêcheries du monde ont été surexploitées ou le sont. Et en gros, la qualité des stocks à l'échelle mondiale et la quantité ne fait que diminuer. Donc c'est très inquiétant, ça montre qu'on n'arrive pas à véritablement gérer sur le long terme des ressources qui sont pourtant vitales à des centaines de millions de personnes. Il y a une petite note d'espoir quand même, c'est que les pêcheries font partie des quelques ressources renouvelables dont on a des exemples de bonne gestion. On sait que c'est possible de bien gérer des pêcheries, de préserver l'état des stocks de poissons et quand il est dégradé, de leur permettre de se reconstituer. Donc il faudrait s'en inspirer. Mais la surexploitation ne concerne pas seulement les ressources renouvelables, ça concerne aussi les ressources non renouvelables, en l'occurrence les minéraux. Donc le cuivre et l'or par exemple sont très utilisés pour tout ce qui touche, dans le cas du cuivre, les matériaux, les moteurs électriques, le transport de l'électricité ou l'électronique. L'or, c'est principalement l'électronique. Le graphique que vous avez sur l'or, en fait, ça illustre la densité en or des minéraux au cours de l'histoire. Enfin, au cours de l'histoire, en fait, plutôt depuis le 19e siècle. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que plus le temps passe, et plus on extrait des minéraux qui sont pauvres en or. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a déjà pris les meilleurs minéraux. Tous ceux qui étaient les plus riches en or, c'est-à-dire qui étaient les plus intéressants d'extraire, on les a déjà extraits. Et donc, ça nous force à aller toujours chercher des minerais moins concentrés. Et ça demande d'avoir un impact encore plus important parce qu'il faut déplacer des volumes de terre, enfin de roches encore plus importants, de consommer toujours plus d'énergie. Et donc, ça illustre bien la fuite en avant qu'on a par rapport aux ressources non renouvelables. À vrai dire, on pourrait sûrement faire une analogie et dire des choses comparables pour le pétrole. Mais ça ne concerne pas que des ressources qui a priori sont rares. Par exemple, le sable est une ressource surexploitée aujourd'hui. Ça a l'air un peu bête comme ça, mais en fait le sable c'est un ingrédient essentiel de la mondialisation puisque c'est un des composants principaux du béton, qui est le matériel qui en masse est le plus fabriqué sur Terre, tout simplement.
Et donc, ça a l'air bête, mais le sable est surexploité, notamment, ça implique de racler dans les zones de delta ou le long des plages des quantités vraiment impressionnantes de sable, et ça a des impacts dévastateurs sur la dynamique donc de ces régions-là, notamment au niveau biologique. Et le phosphore, je ne sais pas si vous savez pourquoi c'est utilisé. Vous savez pas? C'est en fait, c'est utilisé pour faire des engrais. C'est un des 3 éléments chimiques qui composent la plupart des engrais utilisés dans le monde. Et aujourd'hui, c'est principalement extrait de rochers, en fait. C'est extrait d'une roche. Alors, et on n'a pas mis en place de filière renouvelable pour récupérer, par exemple, l'excès de phosphore qu'on émettrait dans l'environnement avec les engrais, pour recycler les eaux usées. Il y a des pistes, mais pour l'instant, on continue de se reposer sur des gisements qui sont finis. Mais le problème, c'est que ces engrais, aujourd'hui, avec le mode d'agriculture intensive qu'on a, on ne peut pas s'en passer. Si on arrête d'utiliser des engrais en France, les rendements agricoles s'effondrent parce que les sols sont déjà épuisés. Donc, on sait très bien que ce n'est pas soutenable. Donc maintenant, la question de l'énergie, alors vous en avez peut-être déjà entendu parler. Mais en fait, la transition énergétique, pour l'instant, n'existe pas, n'a pas lieu. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on développe des capacités de production d'énergie renouvelable, solaire, éolien, le nucléaire, avec tous les défauts qu'on lui prête et qui sont pour certains bien mérités, n'est pas une énergie carbonée. En tout cas, ça n'a pas remplacé les énergies fossiles. C'est-à-dire qu'on ne fait qu'empiler les sources d'énergie au fur et à mesure qu'on invente de nouvelles technologies. Et ça, le résultat des courses, c'est que 80% de l'énergie qui est consommée mondialement est encore d'origine fossile, avec évidemment les émissions de CO2 qui en découlent. Et les émissions de CO2 s'accumulent dans l'atmosphère, dans l'océan. Il y a tout un jeu complexe entre plusieurs réservoirs, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la concentration atmosphérique augmente et que ça provoque de façon absolument indiscutable un réchauffement climatique. Ce que vous avez à gauche, donc tout ça c'est extrait des rapports du GIEC. Je précise que le GIEC, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le groupe international des experts sur le climat. Et comme son nom l'indique, c'est un groupe international de scientifiques vraiment de tous les pays du monde qui se réunit pour faire des méta-analyses et produire des rapports sur l'état de la science climatique, avec d'abord un état vraiment sur la physique du climat, puis ensuite les conséquences, et enfin des conseils pour essayer de s'adapter, de changer, d'éviter les trajectoires les moins désirables. Et donc c'est vraiment parmi la meilleure science qui existe, puisque c'est issu d'énormément de concertations, avec beaucoup de prudence et des protocoles extrêmement rigoureux. Et donc ce que ça nous enseigne, c'est que indubitablement, l'espèce humaine a provoqué par ses activités et ses émissions de gaz à effet de serre un réchauffement climatique qui aujourd'hui, par rapport à à l'ère pré-industrielle, s'élève à environ 1,2 degrés Celsius. C'est ça qu'on voit sur le graphique de gauche. Et à droite, vous avez d'une part la trajectoire qu'on a observée de température, ce qui correspond en fait à la dernière partie zoomée du graphe précédent. Et en bleu, vous avez la trajectoire de température simulée, c'est-à-dire celle qu'on aurait eue qu'on aurait observée si l'espèce humaine n'avait pas du tout émis de gaz à effet de serre, on n'avait pas fait de déforestation. Et donc ça montre avec beaucoup de clarté que c'est vraiment notre espèce qui est à l'origine du réchauffement. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Comme je disais tout à l'heure, les réchauffements dans l'histoire de la Terre, il y en a eu. Et pourtant, on est là, la vie existe toujours. Alors, est-ce que c'est si grave? Oui, il y a 20 000 ans, on vivait à la dernière glaciaire, il me semble, ou l'avant-dernière. Mais du coup, l'Europe ressemblait à peu près à ce que vous auriez aujourd'hui en Sibérie. Il y avait une énorme calotte qui recouvrait tout le nord de l'Europe, avec plusieurs kilomètres d'épaisseur. Et toute cette eau qui était mobilisée dans une calotte glaciaire n'était pas dans les océans. Et ça fait que le niveau de la mer était plus bas de 120 mètres. Ça a l'air un peu fou quand on dit ça, mais c'est le cas. Et 20 000 ans plus tard, avec 5 degrés de réchauffement, toutes ces toundras, toutes ces steppes sont devenues le climat tempéré et méditerranéen qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, si on allait vers un monde à plus 4 degrés en 2100, il faudrait s'attendre à des choses assez graves. Et c'est ce que je vous explique là. En gros, c'est ce graphe-là, encore extrait du... Non, c'est pas le GIEC, mais je pense que ça a été utilisé dedans. En gros, c'est une carte qui vous indique, pour chaque endroit du monde, le nombre de jours par an où la température atteint des seuils mortels. Quand je dis un seuil mortel, c'est véritablement un seuil qui fait que vous ne pouvez pas survivre, et ça, peu importe que vous soyez en bonne santé, très résistant, etc. C'est juste physiquement impossible. Pourquoi? D'habitude, quand vous avez chaud, vous transpirez, donc vous avez de la sueur qui se dépose sur votre peau, et en s'évaporant, la sueur va venir prélever de la chaleur dans votre corps, et c'est comme ça que vous vous refroidissez. Mais s'il fait très chaud d'une part, autour de 36-37 degrés, et que l'humidité est à 100% dans l'atmosphère, votre transpiration ne peut pas s'évaporer. Et donc en fait, vous ne pouvez pas vous refroidir, et tout simplement, vous mourrez au bout d'un moment. Donc ça, c'est dans le cas d'un scénario à plus 4 degrés en 2100, qui est un scénario assez pessimiste, c'est vrai, mais même à des réchauffements bien inférieurs, des épisodes de chaleur mortels comme celui-là vont devenir assez fréquents.
Et on observe d'ailleurs, et on y reviendra, que ces zones-là de température mortelle ne sont pas du tout bien réparties sur la surface de la Terre et en gros se concentrent dans la ceinture tropicale, quoi. Donc là, on a pas mal parlé de climat, de ressources, on va parler un petit peu de biodiversité, puisqu'on est en train, en fait ça a déjà commencé, nous sommes dans la 6e extinction de masse. Une extinction de masse, c'est quand, à un moment donné dans l'histoire de la Terre, on a une part très importante des espèces qui disparaissent, tout simplement. C'est arrivé 5 fois déjà, pour des raisons géologiques, par exemple des éruptions volcaniques massives, ou alors des impacts, peut-être des impacts de météorites. Enfin, par exemple, la fin des dinosaures était une extinction de masse, et il se pourrait qu'on se dirige vers une nouvelle extinction de masse provoquée par notre espèce. Donc aujourd'hui, alors je regrette de ne pas avoir le nombre exact d'espèces animales et végétales sur Terre, mais 1 million sont menacées, et ces 1 million, c'est vraiment une part importante. Alors, quand on se dit que les rhinocéros, ou les antilopes, ou les grenouilles sont menacées, on peut dire que c'est pas très grave, et que finalement, leur disparition ne va pas changer grand-chose. En fait, si. C'est très important d'avoir une grande diversité d'espèces dans les écosystèmes, puisque c'est ça qui les rend résilients. Résilients au sens où, si vous enlevez une espèce, alors tous les rôles qu'elle avait dans l'écosystème en termes de chaîne alimentaire, de transfert de matière, s'il y a assez d'espèces, alors peut-être qu'une autre espèce qui est assez similaire sur son mode de vie va pouvoir prendre sa place et remplir son rôle, et l'écosystème va se maintenir. Mais si vous avez une faible biodiversité, ça n'est plus possible, et du coup, ça peut rompre complètement les écosystèmes et les chaînes alimentaires. Mais donc, cette diminution de diversité d'espèces ne doit pas faire oublier qu'on fait presque, j'ai envie de dire surtout, qu'on fait aussi face à une diminution de la quantité des espèces. Récemment, le WWF a mis à jour son chiffre, et depuis 1970, c'est 70% des vertébrés qui ont disparu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il faut vous dire qu'il y a 50 ans, vous aviez 60, alors c'est pas 70% en plus, mais il faudrait faire le calcul, mais en tout cas, vous aviez vraiment beaucoup plus d'animaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer parce qu'on n'a pas grandi dans ce monde-là, mais on l'observe aussi très bien sur les insectes. Enfin, l'anecdote de quand vous conduisez, enfin, si demandez à vos parents, quand vous conduisiez avant, vous aviez probablement beaucoup plus d'impact d'insectes sur le pare-brise. Aujourd'hui, c'est extrêmement rare. Et ça montre vraiment qu'on vit dans un monde qui est vidé du vivant petit à petit. Donc les causes à ça, elles sont multiples. Alors le changement climatique évidemment, mais ce n'est pas la seule raison. La modification de l'utilisation des terres et des mers est très importante. Et en fait, ce terme-là, qui a l'air un peu compliqué, ça recouvre principalement 2 phénomènes qui sont la déforestation et l'artificialisation des sols. En fait, si vous brûlez des forêts, si vous déracinez des arbres, vous détruisez des sanctuaires de biodiversité. Et de même, quand vous construisez des bâtiments, quand vous imperméabilisez pour construire des routes ou des infrastructures, vous empêchez la capacité d'un espace à accueillir de la vie. Et donc véritablement, c'est la première raison de la disparition de la biodiversité. L'exploitation directe des organismes, principalement la pêche, mais donc c'est également une cause importante. Évidemment, toutes les pollutions, on va en parler, et aussi les espèces exotiques qui ont été introduites par l'homme dans des milieux où elles ne sont pas adaptées. Donc sur les pollutions, bon, je vous apprendrai rien en disant que ça concerne absolument tous les éléments de la Terre, en fait, aussi bien l'air, le sol et l'eau. Elles sont de plusieurs natures, elles peuvent être de plastique avec des particules solides, elles peuvent être chimiques avec des éléments qui sont rejetés dans la nature par les processus de production, mais aussi lumineuses et sonores, ça avec des impacts assez dramatiques sur la biodiversité. Donc tout ça, des impacts sur la nature, mais aussi des impacts qui sont directement sensibles en fait pour nous, les humains. La pollution de l'air, en plus de, ça c'est particulièrement le cas des particules, mais donc en plus de contribuer au réchauffement climatique, est un véritable problème de santé publique avec un coût financier extrêmement important. Et donc peut-être que les pollutions, avec leurs effets qui sont ressentis assez localement et qui sont visibles, peuvent être une façon d'amener les gens et les acteurs gouvernementaux et tous, quels qu'ils soient, à agir véritablement pour, au passage, aussi réduire leur impact sur le climat et des phénomènes plus globaux. Donc pour essayer de résumer un peu tout ça, il y a un cadre qui est assez pratique, qui est celui des limites planétaires. Ça a été proposé, je crois, en 2018, et ça regroupe un petit peu plusieurs domaines de la Terre sur lesquels il faut rester en dessous d'un seuil, disons, de sûreté. Et si on dépasse ce seuil de sûreté, alors on s'engage dans des zones où on sait vraiment pas, enfin, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on sait que ça va être d'immenses perturbations et qui nous seront probablement très dommageables. Donc, il y en a plusieurs que vous connaissez bien, donc le changement climatique, climate change, freshwater change, c'est les ressources en eau douce. Donc là encore une fois, on est en grande partie en dehors de la zone de sûreté. L'acidification des océans aussi, c'est un véritable problème. Donc on n'a pas encore dépassé les seuils critiques, on pense, mais c'est quand même très grave. Et en fait,
c'est relié à la concentration de CO2 dans l'air. Plus vous avez de CO2 dans l'air, plus il y en a qui va être dissous dans l'océan. Et ce CO2 dissous dans l'océan, c'est un acide. Et ça empêche le calcaire des coquilles de se former. Et donc en fait, tous les planctons qui ont des coquilles calcaires, tous les animaux qui ont des coquilles calcaires dans l'eau, vont avoir beaucoup plus de mal à en faire. Et ça veut dire que tout simplement, il y aura moins de vie dans l'océan. Mais il y a également d'autres problèmes qui sont un petit peu moins bien connus, mais on s'attend à ce qu'ils aient aussi de très grosses conséquences. Novel entities, en fait, ça concerne toutes les molécules que depuis des décennies, on relargue dans l'environnement avec la chimie, l'industrie plastique, etc., l'industrie des hydrocarbures. En fait, on ne sait pas ce que ça va faire. La chimie moderne fabrique énormément de molécules et sans vraiment se préoccuper de savoir quel est leur effet, les incorpore dans les produits et tout ça est relargué dans l'environnement. Et tout ça pour vous dire qu'en plus des problèmes qu'on a déjà bien ciblés, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, le changement dans l'utilisation des terres, on fait encore face à des problèmes qui sont mal connus et dont les conséquences pourraient vraiment être du même ordre. Et donc l'impact du franchissement de ces limites planétaires sur les sociétés humaines, il est facile à prévoir. On en connaît déjà une bonne partie et on l'observe déjà. Je ne vais pas vous lire la liste de tout ce qui est écrit ici, mais en tout cas, notamment dans la perturbation des cycles climatiques ou justement la diminution, la perte de production de biomasse par les océans à cause de l'acidification, on peut s'attendre à une baisse de la production alimentaire à cause de la baisse des rendements agricoles, la baisse des rendements de pêche, et également à des pénuries d'eau à cause de la perturbation du cycle de l'eau due au réchauffement climatique. Et tout ça conduit déjà à des migrations de population, notamment en ce moment c'est le cas dans la région du Soudan. Ça fait plusieurs années qu'il y a des sécheresses extrêmement graves avec maintenant des centaines de milliers, voire des millions de déplacés. Et évidemment, je vous apprends rien en disant que ça ne peut que conduire à de l'instabilité politique et financière. Voilà, donc je pense que je passe là-dessus. Les exemples sont quand même assez bien connus maintenant. Alors, donc cette situation où on exploite de façon non renouvelable les ressources tout en rejetant et en des substances polluantes dans l'environnement et en modifiant, en dégradant en fait les conditions d'équilibre dans lesquelles notre espèce a vu le jour. Tout ce phénomène, disons, c'était pas un impensé, on ne le découvre pas du jour au lendemain. En fait, dès les années 70, c'est un petit peu la naissance de l'écologie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il y a eu un petit moment d'oubli, puis c'est en train de revenir en force. Mais du coup, dès 1972, le rapport Meadows, qui a été fait par des gens qui étaient des experts en fait de la modélisation prospective, prévoyait que si on continuait sur ces trajectoires de consommation d'énergie, de croissance démographique et de consommation individuelle, ça devait conduire à un effondrement démographique parce qu'on n'allait plus avoir assez de ressources pour produire, plus assez d'énergie. Alors, il faut savoir que le rapport Meadows n'envisageait même pas la question du changement climatique. Et en fait, son état de connaissance par rapport au nôtre était beaucoup plus réduit. Eux, ils se préoccupaient principalement de l'épuisement des ressources. Mais déjà, il y avait eu des alertes là-dessus. C'était au moment des chocs pétroliers, en fait. Tout un contexte qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui. Et le rapport a été actualisé en 2012 et je crois qu'il continue de l'être. Et jusque-là, on n'a pas encore atteint le sommet le pic qui était prévu dans le rapport. Mais jusque-là, les trajectoires sont... il y a eu des petites erreurs, mais dans l'ensemble, ça va. Donc c'est un travail qui est intéressant de considérer. Un autre point évidemment qu'il faut avoir en tête dès qu'on parle de changement climatique et de catastrophes, de dégradation de l'environnement, c'est il ne faut pas rester exclusivement sur les questions d'ordre scientifique ou économique, mais évidemment il faut parler des inégalités sociales. C'est un peu l'éléphant dans la pièce en fait. Aujourd'hui, c'est 10% de la population la plus riche qui émet la moitié des émissions de CO2. Évidemment, ça, vous en faites partie, puisqu'on vit dans un pays développé, la France, et que même en étant relativement modeste au sein d'un pays développé, en fait, vous contribuez de façon disproportionnée par rapport au reste du monde au réchauffement climatique. Et donc ça, voilà, donc il y a un véritable sujet d'inéquité, d'inégalité internationale, mais aussi, là, c'est pas marqué sur la slide, mais c'est quand même important, aussi à l'intérieur des pays, de plus en plus, en fait, ce sont les inégalités au sein des pays qui expliquent les inégalités d'émissions de gaz à effet de serre. En gros, ce que vous pouvez retenir, c'est que les riches des pays pauvres émettent plus que les pauvres des pays riches. Donc c'est un phénomène, il faut avoir les deux en tête. Et comme ce qui est marqué ici, justement, ceux qui contribuent le moins au réchauffement climatique sont ceux qui en subissent le plus les conséquences. Donc je reprends le graphe de tout à l'heure avec les zones justement qui vont devenir inhabitables à cause du réchauffement purement et simplement. Et on compare ça en fait avec le stock cumulé d'émissions par pays. En fait, faut bien avoir conscience que ce qui détermine la contribution d'un pays au réchauffement climatique, c'est pas son flux d'émissions annuelles,
C'est pas parce qu'il a émis, c'est pas la quantité qu'il a émis en 2020 ou en 2021, mais c'est bien la quantité accumulée dans l'atmosphère. C'est le stock qui contribue au réchauffement climatique. Et donc dans l'histoire, les pays qui ont le plus émis, c'est tout simplement les pays qui ont commencé à émettre avant les autres. En fait, les pays industrialisés, c'est-à-dire la France, l'Europe, les États-Unis, le Japon. Alors la Chine nous a bien rattrapés puisqu'elle émet énormément, mais ce qu'on voit très bien en superposant les deux, c'est que ce sont les pays qui ont le moins contribué historiquement au réchauffement climatique qui vont subir le plus durement les conséquences. Donc il y a un véritable sujet d'injustice, et d'ailleurs c'était ce qui était à l'agenda de la COP27 ces derniers jours. Pour la première fois, la question des dommages et réparations avait été inscrite à l'agenda. C'est un sujet absolument brûlant. Je pense pas, j'ai pas suivi les détails, je pense pas qu'ils ont réussi à parvenir à des vraies réparations, mais c'est un sujet de tension potentielle entre le Nord et le Sud. Donc tout ça, c'est quand même un constat assez alarmant. On voit qu'on est sur une trajectoire qui nous conduit droit dans le mur. Alors pourquoi est-ce qu'on accélère ? Bon, il faudrait beaucoup de conférences pour dire pourquoi, mais très rapidement, on va surtout vous parler d'un truc qu'on aime bien, qu'on trouve que c'est efficace pour communiquer en fait, c'est les discours de l'inaction. Donc c'est une caricature qui est super bien faite. En fait, c'est inséré dans un travail scientifique. C'est pas juste un journaliste qui a fait ça, c'est vraiment une façon de vulgariser des résultats de la recherche sur comment est-ce que des résultats de recherche en fait qui cherchent à expliquer l'attitude des gens par rapport au changement climatique. Donc, on va vous en présenter quelques-uns. Donc le premier, c'est le discours en fait qui est celui de la plupart des gouvernements et des institutions supranationales. C'est que en fait ça va, on fait ce qu'il faut. Donc pour information, la personne qui est représentée ici, je pense que c'est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et effectivement, c'est pertinent de la représenter puisque l'Europe, il faut quand même le reconnaître, prend beaucoup d'engagements, plus d'engagements que les autres en tout cas, et élabore plus de trajectoires sur comment réduire ses émissions. Alors, est-ce que ça va suffire ? Est-ce qu'on est sauvé ? Alors non, et pour deux raisons. La première raison, c'est que les engagements qui sont pris par l'Europe, ici on prend le cas de l'Europe, les engagements qui sont pris par l'Europe pour réduire ses émissions, son plan en fait, ne suffit pas, déjà. Parce que ça ne nous permettra pas de rester sous la limite des 1,5 degré de l'accord de Paris. Donc en fait, vous voyez, ce que je raconte là, ça correspond à optimistic scénario. Si on fait tout ce qu'on a dit qu'on allait faire, alors on ne va pas atteindre 1,5 degré de réchauffement, on sera 1,8 degré. Donc déjà c'est raté, sauf qu'en plus c'est à peu près sûr qu'on ne va pas le suivre, on n'en prend pas le chemin du tout en tout cas. Et donc après ce scénario optimiste, vous avez plusieurs autres scénarios, dont le plus pessimiste en fait, qui s'appelle Policies and Actions, c'est-à-dire si on continuait en gros comme on fait aujourd'hui avec les politiques qu'on a mis en place, on irait jusqu'à un réchauffement de 2,7 degrés à la fin du siècle. Alors là-dessus plusieurs commentaires. Vous voyez que plus on augmente le réchauffement, plus l'incertitude augmente. Parce que, en fait, plus on s'éloigne du climat, disons, de la moyenne qu'on a connue, plus on fait changer le système, et du coup, plus il y a d'incertitude. Donc en fait, on pourrait potentiellement aller vers un monde à 3,6 degrés. Et ça, c'est très grave. Alors, donc d'une part, il y a ce premier commentaire, d'autre part, on pourrait se dire c'est peut-être pas très grave d'avoir plus 0,3 degrés en plus 0,1 degré en plus, ça fait pas beaucoup de différence. En fait, si. Les effets de la température sont vraiment non linéaires. En gros, plus vous réchauffez le climat, plus les effets sont importants. On pourrait dire que en faisant un abus de langage, en fait, on peut dire que c'est exponentiel. Plus vous augmentez la température, plus les effets vont être énormes et plus l'incertitude est élevée. Donc ça veut dire, la conclusion, c'est qu'il faut vraiment se battre pour émettre le moins possible et que même si on n'atteint pas nos objectifs, il ne faut surtout pas se dire on abandonne, on arrête, ça ne sert à rien. Non, il faut vraiment se battre pour réduire chaque dixième, chaque centième de degré de réchauffement. Donc un autre discours qui pour le coup est assez fréquent et qui fait l'objet de pas mal de discussions, c'est techno-optimisme. C'est l'idée qu'en fait, avec la technologie, on va réussir à faire la transition énergétique, on va remplacer tout le fossile par du renouvelable, on va arrêter d'avoir un impact sur la biodiversité, avec la technologie, on va consommer de moins en moins de ressources, c'est l'économie numérique, en fait, on n'aura même plus besoin de consommer des matériaux pour faire de l'économie. Voilà. Alors, bon, pas trop, non, malheureusement, on a besoin, on a besoin de la technologie, ça c'est certain, et il ne faut surtout pas arrêter de faire de la recherche, il ne faut surtout pas arrêter d'investir dans la technologie, mais il faut être très, très prudent par rapport à ce qu'on peut en espérer. Par exemple, le rapport Midos prenait en compte le progrès technologique, mais disait que ça ne suffirait pas, que ça conduirait quand même à l'effondrement. Bon, ça encore, c'est un exercice de modélisation. On peut dire que c'est un petit peu aérien, c'est un peu des maths tout ça. Alors oui, mais historiquement, il y a plein d'exemples qui nous montrent que le progrès technologique ne réduit pas du tout l'impact qu'on a sur l'environnement. Et l'exemple qu'on prend ici, en fait, c'est celui de l'aviation.
Donc sur ce graphique, vous avez, alors on va commencer par la courbe en rouge. Voilà, c'est ça, intensité énergétique. Et donc ça vous montre que depuis les années 70, on a besoin de moins en moins d'énergie pour faire voler un passager sur une certaine distance. En fait, les avions sont de plus en plus efficaces parce qu'on construit des moteurs qui consomment moins de carburant, parce qu'on améliore l'aérodynamique des avions, que c'est à moins de frottement avec l'air et que du coup on a besoin de consommer moins d'essence. Donc ça progresse parce que on fait de la recherche là-dessus. Par contre, on voit que les émissions en noir de CO2, elles ont quand même beaucoup augmenté, et même davantage que l'effet réduction, quoi. Pourquoi ? Parce que le trafic a augmenté. En fait, le trafic a augmenté parce que c'était moins cher. Si vous réduisez l'intensité énergétique du transport aérien, ça veut dire que vous avez besoin de moins de carburant, ça veut dire que c'est moins cher de faire voler des gens. Et donc ça veut dire que c'est accessible de plus en plus, que le business a pu se développer. Et ça explique que finalement le trafic a grimpé. Et la somme de ces deux effets, ça fait que les émissions ont augmenté. Donc ce qu'on veut dire là, c'est qu'on peut faire progresser l'efficacité énergétique, et c'est important, mais ça ne suffit pas du tout. En fait, il faut réduire tout simplement la consommation. Dès qu'on parle de politique climatique ou environnementale, il faut regarder l'efficacité, mais à la fin, il faut toujours regarder si en valeur absolue, notre impact a diminué ou augmenté. C'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. Donc le dernier discours dont je vais vous parler là, c'est celui de la responsabilité individuelle, et c'est quelque chose qu'on entend très souvent, c'est éteindre. Alors au départ, c'était éteindre le robinet fermer le robinet quand vous brossez les dents, éteindre la lumière. Maintenant, je crois qu'il y a des campagnes du gouvernement qui invitent à réduire votre usage du numérique, ou en tout cas à faire attention. Alors il y a des gens aussi qui font des clean walk, qui se mobilisent, qui changent leurs habitudes de consommation. Ce qu'on veut dire, c'est que oui, c'est absolument important, il faut le faire, mais ça ne suffit pas du tout. Et ça, on ne doit surtout pas occulter le reste, on ne doit surtout pas dire que ça suffit et abandonner toute idée de faire des changements systémiques qui passeraient par le levier politique en fait. Donc ce que vous avez là, c'est une infographie du cabinet de conseil Carbone 4 qui est vraiment spécialisé sur les questions de décarbonation. Et ce que ça vous montre, c'est que l'empreinte carbone, d'ailleurs je précise, est-ce que vous savez ce que c'est l'empreinte carbone ? Ok. Bon, je dirais, éventuellement pour ceux qui ne sauraient pas, ça correspond à peu près aux émissions qui sont reliées à votre consommation personnelle. Voilà, pour faire simple. Et du coup, réduire, en adoptant vos modes de vie de façon quand même assez importante, en étant par exemple végétarien, en arrêtant de prendre l'avion, en prenant le plus possible le vélo, vous avez, aussi en changeant votre système de chauffage par exemple, vous pourriez réduire votre empreinte carbone de presque la moitié, 45%. C'est pas mal, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que pour atteindre la réduction qu'on a besoin d'atteindre, en gros pour diminuer l'empreinte des Français de 11-10 tonnes de CO2 par an à 2 tonnes de CO2, on a besoin en fait d'un changement systémique dans l'industrie, l'agriculture, le transport et la production d'énergie. Et ça ne peut pas passer dans le temps en tout cas dans le temps qui nous est imparti, ça ne va pas passer par les comportements individuels et ça doit passer par des politiques publiques en fait de planification. Donc, après tout ça, que fait-on ? Ce qu'on aime dire, en fait, c'est que nous, en tant qu'étudiants, en fait, on est à la fois des consommateurs, des étudiants, des citoyens et éventuellement des gens engagés dans la société. Donc, ce qu'on peut faire, c'est quatre types d'engagement. Le premier, dans votre quotidien, ça correspond un petit peu au dernier point dont on parlait, c'est réduire votre empreinte carbone individuelle. Et donc pour ça, en changeant vos comportements de consommation. Donc je pense que je vous apprends rien en disant qu'il faudrait arrêter de prendre l'avion, réduire les transports en voiture, réduire ou arrêter de manger de la viande, après faire des travaux de rénovation chez vous, etc. etc. C'est très important. Aujourd'hui, on a une empreinte carbone à peu près de 10 tonnes de CO2 par an en France. Et comme je disais tout à l'heure, il faudrait qu'on la réduise à 2. Donc il y a quand même beaucoup d'efforts à faire. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais voilà, donc ça vous présente par aliment une empreinte carbone équivalente. Donc évidemment, le bœuf, c'est terrible parce qu'il y a besoin de produire. C'est principalement en fait à cause de la production agricole en amont, nécessaire pour nourrir l'animal, et aussi juste des émissions de méthane par les animaux eux-mêmes. C'est pour ça que le bœuf émet autant. Et après, je ne vais pas m'attarder là-dessus. De même pour les transports, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Sur l'épargne, pareil, je ne vais pas m'attarder. Voilà. Et donc des outils qui sont directement disponibles pour vous aider à faire ça, c'est des calculateurs d'empreinte carbone. Donc il y a par exemple MyCO2 qui est pas mal fait. Voilà. Donc ça, c'est disons des gestes très concrets. Après, évidemment, encore une fois, on insiste sur le fait qu'il ne faut pas juste avoir c'est pas juste une question de comptabilité carbone, c'est beaucoup plus global que ça, puisque le système qui produit cette dégradation de l'environnement, ce réchauffement climatique,
il est profondément injuste. Voilà, donc vous arrivez à lire, mais on fait partie des plus riches de la planète, et ça veut dire que du coup, on contribue de façon disproportionnée à la dégradation de l'environnement et au réchauffement climatique. Donc ça doit nous inviter véritablement à remettre en cause le rapport peut-être au travail, à la richesse, à la technique aussi. C'est un point qu'on pense particulièrement important, et là-dessus on vous conseille des auteurs comme André Gortz, Ivan Illich, qui sont vraiment les auteurs phares, en tout cas dans le monde francophone, de la décroissance. Et c'est pas les seuls rapports qu'il faudra considérer. C'est quand même intéressant de croiser. Je tiens à préciser qu'à Pour Arriver écologique, on tient à être apartisan. Donc on n'a pas envie qu'on soit qualifié être à gauche, à droite, mais on estime que c'est vraiment pertinent. Si on parle de domination raciale, patriarcale ou spéciste, c'est pas juste parce qu'on est des gauchistes, hein, je précise, mais vraiment parce que même des gens qui sont plutôt d'une sensibilité différente au sein du collectif, je pense que c'est intéressant de croiser ça. Qu'on soit d'accord ou pas, ça peut quand même, alors en étant vraiment le plus prudent là-dessus, qu'on soit d'accord ou pas avec le fait que ça produit, que le système capitaliste a produit à la fois de la domination raciale, sexiste et de l'exploitation de l'environnement, et que les deux sont liés, c'est quelque chose qui peut mobiliser. Et c'est quelque chose qui peut amener des gens qui ne sont pas forcément intéressés à l'écologie à en parler. Et pour nous, c'est vraiment très important. Et donc, en plus de tous ces changements-là et de vous cultiver, le plus simple peut-être, c'est d'en parler autour de vous. Juste dire que vous êtes venu à cette conférence, ou alors parler quand vous regardez, quand vous cultivez sur le sujet, vous pouvez en parler autour de vous. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà participé à des fresques du climat. Non ? En tout cas, c'est le genre d'atelier qui est assez facile d'organiser, qui est vraiment très efficace. La fresque du climat, ça vous permet vraiment de relier, c'est vraiment l'atelier en fait, vous construisez un grand schéma qui relie ensemble les activités humaines, le climat, la biosphère, les océans, et les conséquences du coup en retour sur les activités humaines. Et d'avoir cette compréhension justement assez globale du phénomène, enfin des phénomènes, de comment tous ces phénomènes sont liés, en fait ça ne peut que vous pousser à l'action. Et du coup, pour vous former, on vous invite à scanner le QR code ici, on a rassemblé pas mal de ressources, et des chaînes YouTube qui sont intéressantes à suivre. Thinkerview fait pas mal d'interviews qui sont assez intéressantes, Le Réveilleur aussi fait du très bon contenu. Voilà, donc ça c'était en tant qu'individuellement, juste dans votre coin, qu'est-ce que vous pouvez faire. Au sein de l'établissement, ça fait vraiment partie des axes de Pour Arriver écologique. On pense que tous les étudiants du secondaire, et en fait beaucoup plus largement que ça, mais c'est peut-être plus facile de commencer par le secondaire, tous devraient être formés, et de façon pas du tout négligeable, en fait, aux bases, tout le monde devrait avoir un socle commun sur les questions écologiques et environnementales. Nous, ce qu'on préconise, en fait, c'est 200 heures de formation là-dessus dans un cursus du secondaire, ce qui est beaucoup, on sait. Alors ça s'installe progressivement, on voit que de plus en plus il y a de telles formations, mais souvent c'est des séminaires de quelques journées quand il y en a. Donc on voudrait vraiment que ça développe beaucoup plus. Et en parallèle de ce socle commun, à chaque fois, dans chaque enseignement spécialisé, des cours dédiés. Et donc pour ça, on s'en remet, en fait, on pousse les étudiants on espère que les étudiants vont s'emparer de ça, déjà en se formant personnellement, après en élaborant un plan d'action avec l'établissement quand il ne le fait pas déjà. Et ce qu'on voudrait aussi, c'est qu'il y ait vraiment au sein des campus des gens dont ce soit le métier de faire vivre ces sujets-là. Et donc, au sein de votre école ou de votre université, vous pouvez vous rapprocher des associations, faire de la pression sur l'administration, et surtout, on n'insiste jamais assez là-dessus, mais essayer d'aller voir ce qui est fait ailleurs. Enfin, beaucoup de choses à Pour Arriver écologique, en fait, ça s'est inspiré d'autres associations, et c'est souvent comme ça que ça marche. C'est en rencontrant des gens qui font différemment, et en allant voir ailleurs, qu'on a pas mal d'idées. Et donc, professionnellement, c'est vraiment un aspect important. Une des raisons qui fait que Pour Arriver écologique, le manifeste a été un peu pris au sérieux et qui fait que ça existe aujourd'hui en tant que collectif, c'est que les entreprises ont vraiment peur de ne pas réussir à recruter. Parce que ça concerne ça concerne la plupart des métiers. Alors c'est vrai que tout le monde ne peut pas forcément choisir un emploi qui va permettre de répondre à ces enjeux-là directement. Mais on estime que beaucoup de gens quand même peuvent le faire, en particulier dans les endroits où on intervient, dans les universités et l'enseignement supérieur. Et donc, c'est un véritable pouvoir. Les entreprises sont vraiment flippées, et on n'insiste pas assez là-dessus. Elles ont vraiment peur de ne pas réussir à recruter. Donc c'est vraiment quelque chose qui les touche, et c'est ça qui fait qu'elles nous écoutent, quand elles nous écoutent.
Donc je vais passer rapidement là-dessus parce que y a un peu trop de texte, mais du coup les questions que vous pouvez vous poser si vous cherchez un job comme ça qui sera à impact positif écologiquement parlant, bah, c'est déjà est-ce que l'entreprise doit exister dans un monde neutre en carbone, dans un monde soutenable. C'est spoiler, pour beaucoup d'entreprises c'est pas le cas. L'impact sur le climat, la biodiversité, ça c'est en gros l'impact physique direct. Alors vous pouvez essayer de regarder ce qui est fait en termes de reporting extra-financier ou de comptabilité écologique. Aujourd'hui, c'est pas suffisant, donc les rapports d'ONG et des acteurs un peu critiques comme ça, c'est quand même la meilleure source aujourd'hui. Et toujours regarder d'un œil critique ce qui est présenté par votre employeur futur et se méfier du greenwashing. Parce que même s'il y a des bonnes intentions, parfois à l'insu même de ceux qui défendent des programmes au sein des entreprises, ça peut très vite se transformer en greenwashing. On pense aussi que c'est important que les salariés soient véritablement impliqués dans la transition. Alors c'est vrai que quand on parle de transition, on a l'impression que c'est un truc qui va être très descendant, très top-down. C'est l'État qui fait un plan de transition énergétique, on va rénover ça, on va faire un plan d'infrastructure. Mais au sein des entreprises, c'est très important que ça soit aussi du bas vers le haut. Parce que, comme je le disais, les boîtes sont souvent pas assez ambitieuses. Et s'il n'y a pas en interne des éléments qui viennent les pousser, les challenger, ça risque de vraiment pas bouger beaucoup. Et enfin, un dernier point super important, un avant-dernier, pardon, c'est l'intégration. Alors, ça a l'air un peu compliqué, mais en gros, est-ce que... parce que, bon, je vous apprends rien, dans le capitalisme, c'est les gens qui possèdent qui décident, c'est les actionnaires de la boîte qui décident ce qu'elle fait. Et si les actionnaires, ils prennent leurs décisions, en fait, en regardant les rapports comptables, les rapports financiers, et si dans ces rapports-là, il n'y a pas d'informations sur l'environnement, ils n'ont aucune raison, mais vraiment aucune, de prendre des décisions qui correspondent à... qui sont bonnes pour l'environnement. Donc, il faut vraiment voir si l'argent suit le discours. C'est hyper important. Et enfin, les relations de la boîte, ou de l'employeur, parce que ça peut être autre chose qu'une entreprise avec le reste de la société. Est-ce qu'elle a des activités de lobbying? Ça, pareil, encore, il faut se référer aux ONG pour avoir ces informations-là. Et ses relations avec les parties prenantes, quand elle opère sur un territoire et qu'elle manipule des ressources qui sont d'intérêt commun ou qu'elle a un effet sur d'autres agents, comment est-ce qu'elle les traite? C'est quelque chose qui est très important. Et donc plus concrètement, comment est-ce qu'on peut trouver un job qui soit écologiquement utile? Il y a des plateformes qui existent pour ça, par exemple Shift Your Job, Just That Makes Sense. Birdeo, je pense que c'est plus un truc de chasseur de tête, donc c'est peut-être moins pertinent ici. Mais en tout cas, il y a des plateformes qui existent. Vous n'êtes pas, il y a des endroits où vous pouvez vous tourner. Et du coup, enfin, dernière forme d'engagement, alors peut-être la moins facile, en tout cas celle qui prend le plus de temps, mais on peut s'associer pour agir. Évidemment, c'est beaucoup plus efficace. Et donc là, que ce soit une association, un think tank, ou carrément un parti politique, c'est pertinent. Et pareillement, tous les modes d'action pour nous qui existent aujourd'hui sont pertinents. Que ce soit la désobéissance civile, des manifestations. On pense que c'est très intéressant. Pour un réveil écologique, notre collectif fait beaucoup de plaidoyer. Donc en fait, dans un sens, on est beaucoup plus sage que les associations qui font de la désobéissance civile. Mais on estime que pourtant, ce qu'on fait, c'est utile et que ce qu'ils font aussi, c'est très utile. En fait, c'est complémentaire. On a besoin de gens qui vont faire des actions radicales pour pousser encore un peu plus. Et derrière, il faut aussi négocier et essayer de construire des choses. Donc quelques exemples de think tank. The Shift Project, ils font beaucoup de choses sur la transition de l'économie. Ils ont sorti un rapport qui est vraiment très bien, où secteur par secteur, en fait, ils détaillent ce qu'on devrait changer et comment faire. Alors, c'est pas encore expliqué comment économiquement on va le faire, mais c'est déjà un travail remarquable. Après, vous avez Negawatt sur les questions d'énergie. Alors, je pense qu'on c'est bon, vous arrivez à lire I4CE, l'Institute for Climate Economics, qui est, comme son nom n'indique pas, un truc français, qui est vraiment très intéressant aussi. Et après, toutes sortes d'associations, donc chacune avec évidemment ses modes d'action, son positionnement. Mais pour nous, il ne faut vraiment pas chercher à discriminer. Et tout ce qui tout ce qui pousse pour la protection de l'environnement, une meilleure prise en compte des limites planétaires, ça nous semble pertinent. Voilà. Et donc éventuellement, pourquoi pas, dans un parti politique. Et on pense aussi que c'est important de pousser le sujet de l'écologie auprès de tous les acteurs politiques et pas seulement ceux qui historiquement s'en sont le plus emparés. C'est pour ça qu'on essaie d'organiser aussi des actions de formation dans l'administration et surtout, parfois, c'est arrivé, on a essayé de le faire à l'Assemblée nationale également.
Voilà, donc l'urgence doit motiver. Après, c'est dur de pas. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais personnellement, quand moi j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ces sujets-là, évidemment, j'ai eu assez peur, mais je me suis senti beaucoup mieux dès que j'ai commencé à en parler et surtout que j'ai rejoint une association, même pour faire des trucs assez, je vais pas dire minables, mais très petits. En fait, il faut pas faut pas attendre de se dire qu'on va avoir un impact pour commencer à se regrouper et à faire des actions. C'est vraiment, en fait, d'une certaine façon, il faut se mettre le doigt dans l'engrenage et ensuite, petit à petit, on s'intéresse au sujet, on en parle autour de soi et ça, c'est déjà beaucoup. Et peut-être éventuellement que nos actions vont avoir un effet. Avoir de l'inexpérience, c'est pas grave du tout. Au contraire, ça doit pousser à être curieux et à rencontrer beaucoup de gens. Et véritablement, vous allez, si vous vous engagez, vous allez pouvoir trouver des gens qui sachent, qui pourront vous donner des ressources, qui vont aussi peut-être challenger un petit peu ce que vous pensez. Et ça, c'est vraiment passionnant. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous suivre sur... alors, je vous mets LinkedIn, ça fait un peu shark, un peu professionnel, mais c'est le réseau sur lequel on est le plus suivi. Donc vraiment, suivez-nous, on a une com qui est vraiment pas mal du tout. Et on va recommencer notre calendrier de l'avant de greenwashing très bientôt. Donc suivez ça, ça nous fera plaisir. Merci beaucoup.